sexualité et années qui passent font-elles bon ménage? Est-ce si essentiel d'entretenir le plaisir charnel après 60 ans, après 80 ans? C'est les questions que nous aborderons avec notre invitée, Véronique Agrapard, sexologue en Vendée. Bonjour Gilbert, bonjour Évelyse. Bonjour Cathy. Bienvenue cette semaine dans cette nouvelle émission. Gilbert, nous parlerons d'une femme avec vous, dont on connaît le nom, peut-être un petit peu moins l'histoire. Beaucoup moins l'histoire. C'est une femme qui a beaucoup volé. Oui, alors dans le bon sens. Dans le bon sens. Elle était pilote. Pilote, originaire de Chaland. Et c'est Jacqueline Auriol. Jacqueline Auriol. Très bien, vous nous rappellerez. Nom de son mari, Jacqueline Doué de son nom de jeune fille. Originaire à côté de Chaland, je crois. Chaland même. Voilà. Donc 2017, c'est aussi parce que c'est 2017, ça fait juste un siècle qu'elle est née. Qu'elle est née, très bien. Merci Gilbert. Yvelise, bonjour. Bonjour. Donc on terminera l'émission avec votre chronique. Vive l'économie. Vive J'ai l'économie. envie de dire. Alors c'est vrai que l'économie, ça paraît pas toujours très séduisant, mais là c'est un ce peu côté rébarbatif. ludique. Là, on va jouer avec. Jouer avec, puisque c'est un jeu Que je vous présente. Oui, que tout vous à nous fait. présenterez pour terminer l'émission. Bien, Véronique Agrapard, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les gens de Télévendée vous ont déjà aperçu dans la grande émission, mais avec vous, on va parler d'un sujet un peu plus précis et différent. Vous êtes sage-femme et sexologue, et on vous invite, avec la casquette de sexologue plutôt, vous animez depuis 1 an et demi des cafés sexo qui maintenant ont lieu à Chaland. Voilà. On va aborder avec vous particulièrement la sexualité chez les seniors. D'ailleurs, vous me disiez que les plus de 60 ans, c'est à peu près 1/3 des gens qui participent à vos cafés sexo. Oui, largement, entre 1/3 et la moitié des Ouais. participants des cafés sexo, oui. Alors c'est parce que c'est plus problématique quand on avance en âge, c'est parce que ces gens qui ont des doutes, qu'est-ce que ça signifie? Non, je ne sais pas, ils sont là, ils sont heureux d'être là, peut-être pour partager aussi leur expérience, Ouais. pour donner des façons de faire différemment, en fait, mais pas forcément par rapport à des problématiques, plutôt des partages d'expérience, je dirais. D'accord, donc ils n'arrivent pas en disant pour moi ça va pas bien, c'est plutôt je suis prêt, mon expérience à Non, de faire- toute façon, les cafés sexos ne sont pas là pour que les gens viennent pour exposer des soucis particuliers. C'est vraiment un lieu de partage, en fait. On est là pour s'échanger des outils, des recettes, et puis moi, en tant que sexologue, pour donner des connaissances qu'ils n'ont pas forcément. Et je vais donner des connaissances anatomiques ou physiologiques par rapport à certaines problématiques. Mais après, on débat sur les différents thèmes. Il y a des thèmes où on va vraiment débattre. Parce qu'il y a un thème à chaque fois, c'est à peu Voilà. près tous les 1 mois et demi, c'est ça? Tous les mois à peu près, À peu il y près. a un thème différent à chaque fois. Là, je dois être à peut-être 16 ou 17 thèmes différents depuis que ça a commencé. Alors, on a intitulé cette émission La sexualité chez les seniors, mais est-ce que c'est un sujet en lui-même? Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'on ne se pose pas les mêmes questions, finalement, quand on... Je crois que oui, c'est une particularité quand même. Moi, j'ai tendance à dire que la sexualité évolue toujours en fonction de l'âge. C'est-à-dire que notre sexualité, elle n'est jamais la même. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 70 ans, elle ne va pas être la même. Elle n'en est pas moins belle pour autant. Elle va juste être différente et on va s'adapter un petit peu à des nouvelles transformations parfois physiques ou physiologiques. Quand on a 60 ou 70 ans, on va peut-être s'attacher un petit peu plus à la qualité de la relation, un peu plus à la sensualité. On va moins s'attacher à la performance sexuelle, au corps à corps. Parce que la performance, c'est quoi? C'est quand on est plus jeune plutôt, on a besoin de prouver des choses? Oui, voilà, c'est ça. On est un peu plus dans le corps à corps, plus jeune, un peu plus dans la quantité. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que finalement la qualité compte et on va mettre en place un peu plus de sensualité, d'érotisme et du partage d'expérience, faire peut-être plus attention à l'autre, mettre plus d'attention chez le partenaire aussi, apprendre à donner, apprendre à recevoir, mais apprendre à donner aussi. Et ça met une qualité dans la sexualité qui est exceptionnelle. Il y en a qui savent le faire à 20 ans, mais il y en a qui apprennent avec l'âge. Voilà. Alors le rapport homme-femme, moi j'ai tous entendu, ou même on le dit soi-même, les hommes sont toujours prêts à faire l'amour, c'est-à-dire voilà, alors que les femmes ont plutôt tendance, ou c'est peut-être justement un total a priori, dire oui, non, c'est pas trop le moment, ou quand on avance en âge, moi j'entends des dames d'un certain âge dire ah non mais c'est plus de mon âge, ou je suis bien contente de plus avoir de bonhomme à la maison, voilà.
Alors que les hommes sont peut-être soit plus discrets ou pensent pas la même chose. Ça, c'est complètement un cliché ou il y a un fond de réalité? Il y a peut-être un petit fond de réalité, mais en fait, c'est cliché aussi et c'est culturel aussi. C'est-à-dire que les femmes sont peut-être plus pudiques pour parler de sexualité aussi et pour parler de leur sexualité. Elles ne vont pas forcément le mettre en avant. Alors que chez l'homme, c'est souvent une preuve de virilité. La femme ne va pas mettre forcément sa féminité dans la sexualité, alors que l'homme va mettre beaucoup de virilité dans cette sexualité, donc il va en parler. Mais il va en parler souvent avec beaucoup d'humour, mais pas en profondeur. Alors que la femme va pouvoir parler de ça un peu plus en profondeur, peut-être avec des amis. Après, j'avais fait un café sexo sur la différence de libido entre les hommes et les femmes. Oui. Donc il y avait autant d'hommes de femmes qui étaient venus ce soir-là et la conclusion, c'était que non, ce n'était pas une différence de libido entre un sexe ou un autre, mais que c'était plutôt quelle qualité de sexualité on avait tout le long de sa vie qui faisait que cette sexualité a diminué ou pas. Et si la sexualité avait toujours été de qualité ou avait évolué comme ça avec la communication, ce que j'appelle la communication érotique dans le couple, est là et parler, la libido ne diminue pas forcément avec l'âge et certainement pas avec la ménopause comme on a tendance à le dire. Ça, c'est vraiment un cliché culturel, je pense. Parce qu'on met souvent en avant aussi des raisons physiologiques, donc c'est différent et c'est forcément moins bien, mais parce que le sexe de la femme évolue, celui de l'homme aussi, donc on peut s'attendre à dire que c'est normal que ce soit forcément moins bien. Voilà, alors que non. Moi, je m'évertue à dire que la sexualité ne fait que évoluer, mais pas forcément moins bien. On a exactement le même cliché avec la grossesse, de se dire qu'après une grossesse, la sexualité va être de moins bonne qualité qu'avant. Moi, j'ai fait un mémoire justement de sexologie là-dessus, comme quoi la grossesse pouvait améliorer la sexualité. Ben, c'est pareil avec la ménopause. Au Japon, on considère que la ménopause est une chance et que la femme se libère de contraintes, des règles, de la grossesse, donc etc. On n'est plus libéré, donc on n'est plus libéré. Les femmes attendent la ménopause avec beaucoup de joie, en se disant enfin on va être libre, on va retrouver notre corps de femme et non plus notre corps de mère, quoi. Et du coup, elles ont une sexualité qui est meilleure après la ménopause qu'avant. Alors que nous, on nous assomme un petit peu avec des inconvénients liés à la ménopause. C'est vrai que la ménopause, c'est la fin de notre vie ça sexuelle. paraît comme un espèce de couperet ou... Voilà. Donc il suffit que culturellement on nous dise que déjà la ménopause c'est que le début de quelque chose et pas la fin de quelque chose. D'accord. Oui. Gilbert, vous auriez une question? Ah, j'en ai plusieurs. Vous avez mis un petit peu l'accent, un tout petit peu, vous avez touché la différence entre les hommes et les femmes en disant qu'au moins une fois il y avait autant d'hommes que de femmes. Est-ce que généralement il y a une participation à peu près égale entre les hommes et les femmes? Et surtout, est-ce que dans la participation, dans la discussion, est-ce que l'un et l'autre s'expriment autant? La plupart du temps, il y a à peu près un tiers d'hommes pour 2 tiers de femmes dans les cafés sexos. Et les hommes s'expriment peut-être plus que les femmes. Ah oui. Il y a plus d'expression au niveau des hommes et il y a plus de débats en fait. Les hommes parlent plus facilement. Ils viennent pour ça. Ils ont envie. Il y a une explication, oui. Ils viennent pour ça. Là, pour le coup, ils viennent pour ça et c'est un lieu où on peut en parler librement parce qu'on n'a pas de tabou. Par contre, on en parle de façon toujours élégante, il n'y a jamais de vulgarité. Les gens se respectent énormément entre eux, donc ils savent que les choses peuvent se dire sans qu'il y ait de mépris ou de moquerie ou quoi que ce soit. C'est vraiment toujours très élégant, très respectueux. Il y a beaucoup de bienveillance entre les personnes qui sont là. Donc les gens se sentent facilement happés par une envie de parler, quoi, en fait. Oui. Alors, j'enchaîne sur une deuxième question. Ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a 10 ans, à peu forte raison 20 ans, aurait été possible? Je crois qu'on n'évolue pas dans le bon sens au niveau du tabou de la sexualité. Et je pense que la sexualité devient de plus en plus tabou, contrairement aux apparences. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une sexualité qui paraît très libérée, parce qu'on a un accès à la pornographie qui est très libre et gratuit. Même l'image de la sexualité est abordée partout. Voilà. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La communication autour de la sexualité, elle n'a pas lieu. Et c'est pour ça que les gens sont contents de venir et qu'on a eu autant de succès. C'est qu'il n'y a pas de lieu où on peut parler de façon sérieuse, même si on rigole bien pendant les cafés sexos, mais de façon en tout cas respectueuse de la sexualité, il n'y a pas de lieu. Et elle est plus exposée, mais en fait... Pas de la belle façon, pas d'une belle façon, pas avec cet échange bienveillant en fait. Elle est plus moralisatrice ou avec des...
Oui, ou carrément pornographique. Donc les gens ne se retrouvent pas du tout là-dedans, ni dans la morale, comme vous le dites. Ou donner des grands... Ou dans la pornographie, les gens ne se exemples. retrouvent pas en fait. On est dans des extrêmes et il n'y a pas le juste milieu. Et moi j'essaye de faire ce juste milieu où on puisse parler voilà, sans tabou. Moi ça m'arrive aussi de faire des animations dans les collèges et les lycées auprès des quatrièmes puisqu'ils ont un cours de vie affective et sexuelle. Et je leur dis la même chose, quoi. Je leur dis vous allez pouvoir tout dire. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais par contre, je ne veux aucun mot vulgaire. Il n'y a pas de grossièreté ici. Et ils arrivent à s'exprimer de façon très correcte. Alors, on va revenir à ce sujet-là. On va planer avec Gilbert, mais surtout avec Jacqueline Auriol. Donc, Jacqueline Auriol est née il y a 100 ans, Oui, sous le nom de Jacqueline Doué, Oui, d'accord. une Vendéenne de Chaland. De Chaland. Née dans une famille relativement aisée, son père était importateur de bois, mais assez rapidement, cette jeune fille a exprimé un petit peu son indépendance, une certaine volonté. D'une part, déjà sur le coup de 15-16 ans, elle avait été placée dans un internat de religieuses des Ursulines à Nantes. Elle a quitté l'internat. À 18 ans, elle milite au Front populaire, ce qui était quand même relativement rare en Vendée à l'époque. Dans sa famille bourgeoise. Elle est rétive aux sciences, aux affaires, ce que son père aurait bien aimé qu'elle épouse en quelque sorte, beaucoup plus intéressée par les arts. Et d'ailleurs, elle fait l'école du Louvre. Et puis, dès 20 ans, elle trouve le moyen de se marier. De se marier avec un certain Paul Auriol, que personne, bien sûr, ne connaît, parce qu'il est lui-même très jeune. Mais on ne connaît pas davantage son père, qui, quelques années plus tard, sera président de la République, en 1947. Très bien. Alors, toute sa vie, elle va avoir comme ça... elle va avoir un parcours assez inattendu par rapport à un peu inattendu, mais en tout cas, rien ne la prédisposait je vais y arriver, à devenir aviatrice, puisque elle n'avait jamais pris l'avion. C'est son mari, justement, un jour, qui lui offre un baptême de l'air, qui lui dit tu devrais même prendre des cours d'aviation. Elle y va sans enchantement, tout à fait au départ. Et puis finalement, elle dit c'est pas mal quand on est en haut. Elle y a pris goût. Elle s'est inscrite à des cours. Elle a dit, même au bout d'un certain temps, elle dit moi je préfère finalement avoir mon avion pour voler quand je veux, puis faire ce que je veux avec mon avion. Donc elle prend des cours très précisément même de voltige. Elle passe de voltige et passe son brevet militaire. Et elle commence même des meetings aériens. Ce qui était très rare à cette époque-là, surtout pour une femme. Donc elle attirait déjà du monde, rien que par le fait que c'était une femme qui conduisait et qui faisait de la voltige. Mais ça a failli s'arrêter là, puisqu'elle va avoir un grave accident. Très rapidement, parce qu'un jour de 1949, je crois, elle copilote, c'était pas le pilote, elle copilote un hydravion qui a trop effleuré la Seine et puis qui s'est renversé. Il y avait 3 ou 4 passagers, je ne sais plus. En tout cas, c'était elle la plus atteinte, complètement brisée, complètement défigurée. Alors qu'elle était reconnue auparavant dans les salons de l'Élysée parce qu'elle a participé aussi à la décoration des salons de l'Élysée, de par son beau-père qui l'avait amenée à participer. Elle était reconnue comme étant une des plus belles femmes élégantes, c'était la plus belle femme de Paris, c'est un petit peu ce qu'on disait. Complètement défigurée, elle a suivi des soins, des soins notamment en Amérique, 2 ans aux États-Unis. Pratiquement. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que là, elle rebondit quand même, c'est une femme qui a de la volonté, qui s'inscrit pour devenir pilote d'essai. Partant de là, elle dit un jour, moi je veux battre le record du monde de vitesse. Et ce qu'elle réussit, sur un premier avion qui est un avion anglais, 818 km. Elle recommence quelques années plus tard sur un Mistral français. Elle va un petit peu plus vite encore. Mais là, dans le paysage de l'aviation, une autre Jacqueline se présente, Jacqueline Crocane,
Et c'est une succession d'épisodes, chacune leur tour battent le record de l'autre. D'accord. On pourrait rentrer dans le détail de tous ces records qui vont jusqu'à 38 km/h, c'est ça? Plus de 2000 km/h. Et elle est la première femme d'Europe à battre le record du son. Et puis la première femme pilote d'essai également. Donc c'était vraiment une dame de l'aviation qui a été connue en son temps, qui maintenant qui a arrêté sur le coup des années 1955-60, et après qui a vécu à Paris, qui a retourné à ses premiers amours, l'art. Et elle est décédée en 2000. En 2000, qui a vécu une partie de ces derniers temps à Saint-Herblain. Alors, ce que je propose, c'est qu'à la suite de l'émission sur le site internet, c'est qu'on mette toutes les coordonnées, parce qu'il y a eu plusieurs documentaires. Il y a eu deux ouvrages d'écrits, donc l'un qui est assez vieux, 1968, je crois, ou 65. 68, et surtout, plus récemment, effectivement, deux documentaires. L'un paru sur Arte, un documentaire, et puis un autre sur France 3. Merci Gilbert, pardon de vous avoir un peu pressé à la vitesse supersonique. On revient à notre sujet avec vous, Véronique Agrapard, donc sur la sexualité chez les plus de 60 ans. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est la sexualité en maison de retraite, ou du moins chez les personnes plus âgées, où là je crois que vous avez été pas mal sollicité dernièrement, peut-être à votre grande surprise, pour intervenir sur ce thème. Oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas forcément, et l'EHPAD de Comquier m'a sollicité pour faire une formation auprès des soignants dans un premier temps, puis ensuite pour animer un café sexo au sein même de l'EHPAD de Comquier. Et donc on a pas mal travaillé sur le sujet. C'est bien les professionnels qui vous ont demandé d'intervenir. Oui. Et c'était très très intéressant. Il y avait une quinzaine de résidents, il y avait 25 soignants d'autres EHPAD. Il y a 6 EHPAD qui se sont déplacés pour réfléchir à la question. Et c'est vrai que là on a vu qu'effectivement il y avait vraiment un gros intérêt, même de santé publique en fait, à travailler sur ce sujet. Parce qu'on peut dire, les personnes âgées sont vieilles, les préoccupations et la façon de prendre soin d'eux, elles passent à travers beaucoup d'autres choses plus importantes. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la sexualité, ça regroupe aussi la conjugalité, ça regroupe l'estime de soi, ça regroupe la confiance en soi. Et aujourd'hui, on rentre dans les maisons de retraite ou les EHPAD en forme, et on vieillit de plus en plus vieux, mais aussi de mieux en mieux. Et du coup, les personnes qui entrent en EHPAD, par exemple, sont des personnes qui peuvent avoir encore du désir. L'EHPAD, c'est un lieu de communauté, ça peut être un lieu de rencontre, donc ils peuvent rencontrer une nouvelle personne s'ils sont seuls, et mettre à profit cette rencontre pour un lien amoureux, par exemple. Et là, est-ce que le personnel soignant est prêt à les accompagner dans ce nouvelle aventure amoureuse ? Qu'est-ce qu'on fait de cette sexualité qui peut se mettre en place à ce niveau-là? Et est-ce qu'on l'encourage? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'on est freiné par le tabou de la sexualité de la personne âgée? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire de santé publique. Aujourd'hui, l'OMS définit la santé en partie avec la santé sexuelle. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des chiffres là-dessus. Il y a des corrélation recherches entre avoir une activité sexuelle et l'état de santé. Les hommes qui préservent une santé sexuelle ont un risque de cancer de la prostate qui est diminué, par exemple. Les femmes qui préservent leur santé sexuelle ont aussi un risque d'incontinence urinaire qui est diminué. Et puis il y a une estime de soi, une confiance en soi qui est améliorée. Donc du coup, il y a une meilleure humeur. Meilleur vieillissement aussi, si on a confiance en soi. Meilleur vieillissement. Il y a une amélioration du taux de mortalité, en fait. Il y a moins de mortalité chez les personnes qui sont en couple que chez les personnes seules. Et on va trouver aussi, il y a des endorphines qui sont... il y a des hormones, je veux dire, qui sont... Voilà. Donc les endorphines sont sécrétées quand on fait l'amour. Donc les hommes et les femmes auront moins besoin de somnifères, par exemple. C'est antalgique. Alors, en préparant l'émission, vous me disiez, j'ai découvert que le tabou du tabou, c'est pour les familles. C'est-à-dire que c'est impensable, inimaginable, en fait, d'aborder ça semble très compliqué d'aborder le sujet avec donc les enfants des parents qui sont en maison de retraite. C'est ça. Je crois que quand on est enfant, on a du mal à aborder la sexualité de nos parents. Qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 50 ou 60 ans, on n'imagine pas nos parents faire l'amour. Donc du coup, nos parents, ils sont un peu comme des êtres asexués, quoi. Ils sont un papa et une maman, mais ils ne sont pas des êtres qui font l'amour. Et donc aujourd'hui, les personnes qui ont 60 ans, ils ont du mal à imaginer leurs parents de 80 ans qui puissent avoir à nouveau ou encore une vie sexuelle.
Et là, c'est compliqué de rentrer en relation avec ces familles de façon à ce qu'ils puissent, qu'ils puissent être là, présents, accompagnants pour leurs parents, pour qu'ils aient une belle vie sexuelle après encore 70 ou 80 ans. Et qu'est-ce qu'ils pensent d'une nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'ils pensent d'un nouveau lien amoureux, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Et les familles, les résidents en souffrent de ce manque de communication entre enfants et parents. Vous avez pu exprimer ça lorsque vous avez fait l'intervention? Oui, c'est tabou. Là, c'est vraiment hyper tabou de parler de ça. On a du mal. Donc, les soignants se retrouvent pris au piège un petit peu entre les résidents qui voudraient mener une vie amoureuse et puis les familles qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Et voilà, je pense que là, dans l'avenir, c'est le point sur lequel il va falloir un petit peu travailler pour permettre aux résidents un mieux-être, tout simplement. Très bien. Et vous n'avez pas organisé justement des soirées destinées à des gens de 40, 60 ans, avec sous l'angle justement. La sexualité de vos parents? Oui. Non, on a abordé dans les cafés sexos la sexualité à travers les âges et on aborde ça petit à petit, effectivement, et on en parle dans les cafés sexos. Parce que ce sera leur sexualité plus tard. Oui, même voilà, tout à fait, oui. Très bien, mais je crois qu'il faudra qu'on vous invite pour faire un sujet expressément sur ça, qui est révélateur de notre rapport avec la vieillesse. On ne l'a pas encore dit, on ne l'a pas dit, mais on pourra remettre les références sur notre site internet. Vous avez collaboré à un ouvrage qui s'appelle « Nos seins ne seront plus des monts piétés par des hordes sauvages », c'est plein de promesses. Donc 16 textes écrits par des femmes, certaines vendéennes, d'autres pas, donc sur leur rapport à la sexualité. Le rapport à l'érotisme surtout. Voilà, c'est un recueil de nouvelles érotiques qui a été... ces femmes sont regroupées pour parler de leur érotisme sous la coordination de Jean-Yves Revaux, donc les Vendéens, et c'est aux éditions La Boutellerie. Voilà, merci beaucoup Véronique Agrapard, et on va terminer l'émission avec l'économie qui peut être du ludique, du moins quand c'est Jean-Marc Sylvestre qui s'y colle. Ça s'appelle le jeu Ecomania. Oui. Voilà, je vais vous montrer, Cathy et messieurs, dames, que vous n'êtes pas forcément aussi mauvais en économie que vous le pensez. Jamais été mauvais en économie. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses avec Ecomania, beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais de choses aussi que vous ignorez finalement. Ouais. Donc c'est effectivement Jean-Marc Sylvestre qui fait référence à la matière, journaliste économique que nous avons entendu pendant longtemps sur les antennes de France Inter. Ouais. Et il s'est adjoint un autre journaliste économique, Julien Gagliardi, pour imaginer donc ce jeu Ecomania qui comprend donc qui va un peu vous réactiver vos connaissances dans le monde des entreprises, de la bourse, l'argent, tout ça. Voilà, ça m'intéresse. Donc on y joue avec 244 cartes, chacune comprenant 4 questions, et on y joue avec un petit dé, voilà, avec plusieurs facettes. C'est pas un dé avec usuel. D'accord. C'est parce qu'il y a des catégories. Il y a des catégories, donc je vous en cite quelques-unes. Je ne vais pas toutes les dire, mais il y a l'argent. Votre argent, les entreprises et les entrepreneurs, l'économie digitale et puis les systèmes économiques et l'histoire d'économie. Voilà. Donc il s'agit de répondre à des questions. Si vous gagnez, si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1 000 €. Si vous perdez, on vous ampute de 500 €. Donc il faut faire attention. Ah oui, d'accord. Oui. Le but du jeu est donc d'être le premier à atteindre les 10 000 €, pardon, donc au moins 10 bonnes questions, 10 bonnes réponses à ces questions, ou bien éventuellement de répondre bien à chaque catégorie. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut... Voilà. C'est pas toujours... c'est pointu. C'est pointu. Certaines sont pointues, certaines sont assez faciles. Je vais vous en donner quelques-unes. Mais enfin, je vous rappelle un petit peu, je reprends un peu le déroulé du jeu, les règles du jeu. Il suffit d'être prendre des faciles. On va prendre des faciles pour toi, j'ai pas de souci. Donc, c'est une petite règle du jeu. Vous voyez, le contenu des règles est très ça tient dans un petit feuillet, donc c'est pas très compliqué. C'est pas le programme du bac. La partie dure 30 minutes maximum. Ah oui. Donc, ça va vite. On peut s'en faire 2-3 dans la soirée. Et on n'est pas obligé d'aller aux 244 fiches. Non. Oh, ben non, c'est un peu le principe du trivial poursuite. Vous en prenez une, vous la mettez à la fin, à l'après. Et puis, on va tout de suite tester un petit peu vos connaissances. Par exemple, est-ce que Gilbert, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est que le TRACFIN? Oui, le TRACFIN. Le TRACFIN. Bon, deuxième question, je vous donnerai la réponse après. Qui était Crésus? Oui, ça vous parle, Crésus, un petit peu. Et qu'est-ce qu'on entend quand on dit qu'on va aller chez sa tante? Je vais chez ma tante. Ma tante. Je vous donne la réponse. Ah oui, ma tante. Oui, chez ma tante. La tantine. Non, pas la tantine, non. Le Mont-de-Piété. Le Mont-de-Piété. Alors, Cathy a déjà donné la réponse. Mont-de-Piété ou le Crédit Municipal. On peut échanger, on récupère du cash. TRACFIN, donc, c'est une institution qui est chargée de traquer l'argent sale. C'est de contrôler. Voilà, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Voilà. Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, donc les blanchiments d'argent et compagnie. Et Crésus,
qui a donné donc, on dit l'expression riche comme Crésus, qui était donc un roi de Lydie. Et en fait, vous savez pourquoi il est resté dans l'histoire? Parce qu'en fait, c'était le premier à avoir frappé une monnaie. Voilà. Donc il a enrichi son royaume et lui-même, par la même... Il s'est servi d'abord. Il s'est servi d'abord, c'est lui qui s'est enrichi. Voilà. Donc je vous rappelle juste le nom du jeu, Ecomania, Jean-Marc Sylvestre, Julien Gagliardi, pardon. Ça coûte 16,90 €. C'est chez les éditions Marabout, qui sont plus pour les livres. Pour les livres, mais qui sont connus plutôt pour les livres. Et on peut le trouver bien sûr en librairie, chez les marchands de jeux et de jouets, bien sûr. À partir de quel âge on peut considérer que c'est... Moi je dirais quand même pas avant 16 ans quand même, pour avoir un petit peu quelques notions de principes d'économie fondamentale. Ça va, Gilbert? Les lycéens, les lycéens qui sont en seconde, ils peuvent commencer. Très bien, merci Yves pour cette présentation. Merci Gilbert de nous avoir rappelé qui était Jacqueline Auriol. Et merci Véronique Agrapard, en espérant qu'on a donné quelques clés. Merci à vous.